Bonjour à tous, je suis Hortense Leluc et vous écoutez Décodeur, le podcast dans lequel j'échange avec des pros de la déco. Il y a plusieurs formats d'émissions qui tournent, Stylé, Archicool, Le Club ou les rencontres comme l'épisode qui va suivre dans lequel un architecte ou un designer, une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir, un entrepreneur ou un créatif va nous parler de sa manière de travailler, de ses produits, de son savoir-faire, sa vision, ses inspirations, bref, de l'envers du décor qu'on ne soupçonne pas toujours. Et c'est ça la force du podcast, on prend le temps, on va plus loin, on décortique, on apprend, on comprend. Il y a une forme d'intimité, de complicité et d'authenticité à laquelle je tiens beaucoup. Merci d'être si nombreux à écouter. Si vous venez de découvrir le podcast, bienvenue. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et si mon invité vous plaît, surtout n'hésitez pas à partager l'épisode en story ou à mettre 5 étoiles. Tout ça m'aide beaucoup à me faire connaître encore plus. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec un duo que vous devez déjà connaître, Ovette Madani, sous-entendu Samantha Ovette et Lucas Madani. Il y a presque 15 ans, ils se sont lancés ensemble et font aujourd'hui partie des décorateurs d'intérieur les plus reconnus de leur génération. Il faut dire que leur style est aussi précis qu'impeccable, raffiné, discrètement luxueux, savant mélange d'époque et de matériaux nobles. Et leurs projets de plus en plus nombreux, du résidentiel à l'hospitality, en passant désormais par une ligne de mobilier à leur image, élégante et intemporelle. Bref, des pros qui n'ont pas fini de faire parler d'eux, alors autant en savoir plus sur eux tout de suite. Bonjour Samantha, bonjour Lucas. Bonjour Hortense. Bonjour Hortense. J'ai commencé juste en disant résidentiel et hospitality. Ça vous va ce terme hospitality ? Oui, c'est Oui, quelque tout chose qui est utilisé dans le métier en plus. Est-ce que vous avez une préférence entre ces deux types de projets ? Non, on n'a pas vraiment de préférence. L'un se nourrit de l'autre. C'est deux échelles de projets qui en général sont différentes. On a quand même une base qui est plutôt résidentielle qu'hospitality, mais les deux nous vont parfaitement. Et est-ce que vous êtes en train de basculer hospitality ou pas forcément ? Non, pas forcément. Je pense qu'on aura toujours notre base de résidentiel, même si on ne peut pas tabler sur le futur. Je pense qu'on est un peu plus connu pour ça. On n'a pas de préférence. Ce qui est bien, c'est de faire les deux. Ce qui est génial, c'est de pouvoir avoir une réunion avec 15 personnes sur un hôtel gigantesque ou des bureaux de 10 000 m². Et ensuite d'aller voir sa cliente, de choisir des rideaux, avoir l'avis de sa mère le dimanche, qui est passé la semaine dernière. Mais enfin, en tout cas, c'est toutes ces échelles et ces voies de communication qui permettent de s'enrichir et d'être complet. Ouais. Et surtout que dans les projets d'hospitality, on apporte beaucoup d'intime. En fait, nous, ce qu'on apporte du résidentiel, de notre expérience, travailler avec des clients pour leur résidence privée, on le transfère vers l'hôtellerie pour créer des espaces et des lieux qui sont intimes, qui rappellent qui ont plus de vécu peut-être maisons. que ce qu'on pourrait avoir fait si on avait que fait de l'hospitality. Alors on va revenir, on va peut-être un peu rembobiner et commencer par le début parce que vous êtes un duo, donc on se demande tous comment vous vous êtes rencontrés. On s'est rencontrés en rigolant. On a beaucoup ri d'abord. On s'est rencontrés à l'école, à Camondo, en année de prépa de Camondo, donc vraiment la toute première année de Camondo. Et on est devenus amis avant tout. Et c'est le fondement et le socle de notre association aujourd'hui, c'est que notre amitié est fondatrice et qu'on continue à rire 20 ans oui, et après. puis même la complicité que tu as en tant qu'ami, tu peux la retrouver dans le boulot, et c'est ça qui est bien. Enfin, Ouais. c'est ça qui nous nourrit en tout cas. Et alors avant Camondo, vous avez grandi dans quel environnement l'un et l'autre ? Quel a été le petit micro-parcours, quand même 20 ans, avant d'arriver à Camondo et de se rencontrer ? 20 ans. Moi, je suis né à Los Angeles, d'un père menuisier, chef de chantier, et d'une mère, à l'époque, serveuse, je pense, qui faisait du travail d'expat, et ensuite photographe styliste culinaire, ce qui est un nouveau métier après Maïté et au début de la photo, et ensuite photographe culinaire. Donc voilà, c'est des choses qui se complètent un peu et qui vont avec le métier. Donc tu as grandi aux États-Unis ? Jusqu'à mes 5 ans, 5-6 ans. Et ensuite, on est rentré en France. Et tu voulais faire quoi, petit ? Apparemment, j'ai demandé à ma mère à 10 ans comment s'appelait le mec qui dessinait une cafetière. Elle m'a dit que c'était un designer. Et du coup, je ne m'en souvenais pas, mais je pense que j'avais en tête ce métier d'ingénierie, mais plutôt d'ingénierie du quotidien, du domestique. Et toi, Samantha ?
Moi, j'ai grandi à Paris, dans une famille qui a plutôt des élans artistiques un peu éparses, une famille bourgeoise. J'ai toujours évolué dans des beaux endroits, dans des belles maisons. Ma mère a toujours été férue de décoration, donc c'est vraiment quelque chose dans lequel je baigne depuis toute petite, plus par appétence familiale que par vraie étude. J'ai beaucoup d'artistes dans ma famille. Puis j'ai eu mon bac et puis j'ai fait du droit parce qu'il fallait faire du droit. Et puis c'était pas du tout pour moi. Et donc j'ai atterri à Camondo. C'était pas encore tout à fait la mode de faire ce genre d'études. Donc pour mes parents, c'était un peu flippant. Mais ils m'ont laissé faire et voilà. Et banco, ils ont bien fait. Et alors, à quel moment vous vous êtes rencontrés en vous disant, parce que vous rigoliez bien, mais à quel moment on se dit quand même, on se lance dans une aventure pro ensemble, ce qui n'est pas rien? Je crois que c'est l'été après notre diplôme. On se souvient que c'était au bord d'une piscine. Dans une piscine. Dans une piscine. Tout à fait. Au bord d'une piscine, peut-être de rosée. Voilà, avec une piscine de rosée. Non, en tout cas, on était en vacances et on avait quelques clients, enfin ce qui nous paraissait des clients quand on sort de l'école, ce qui pour nous aujourd'hui nous paraîtrait pas complètement bancal, mais en tout cas assez basketball, quand on nous a demandé de faire ces trucs-là, on pourrait le faire seul, sans structure, sans business plan, sans rien, mais en fait c'était quand même déjà des premières marques de confiance, donc on s'est dit faisons ça. Et ces 2-3 clients de base qui étaient des amis qui venaient de s'acheter leur premier appart, là, nous demandaient de les aider à tout aménager. Et c'est ce qu'on a fait. Et on s'est dit, faisons ça sur 1-2 chantiers, puis on verra bien ce que ça donne. Et puis ça a pris comme ça, bouche à oreille. Et on n'a jamais regardé en arrière. Non, et on a eu de moins en moins de temps pour regarder en arrière. Vous trouvez que ça s'est enchaîné assez vite? Ouais, on a eu... Non, là, ça fait presque 15 ans. C'était pas ultra rapide, on peut pas dire que c'était pas ultra rapide, mais on n'a pas eu à chercher de chantier. La croissance a été stable et constante, ce qui est quand même le plus important, parce que quand tu as des pénuries de boulot, enfin quand tu es en décroissance en tout cas, si on va par là, c'est le moment où tu te poses beaucoup trop de questions. Et après, je sais pas où tu vas, mais en tout cas, on n'a pas eu ce moment-là, donc c'est génial pour nous, déjà d'une. Et ensuite, on a fait pas mal de choses différentes. Tu sais, on avait fait des verres pour l'ambassade du Japon en France. Improbable. Des verres en lac. Enfin, on est venu nous voir pour différentes choses. Je sais pas par quel biais, mais je pense qu'on a toujours été plutôt bons communicants. Enfin, on a essayé de communiquer sur ce qu'on savait faire assez vite. Au début, on avait fait des mailing lists alors qu'il n'y avait même pas de CRM et de Brevo et de compagnie. Non, puis on a eu de la chance d'arriver aussi à un moment où le marché n'était pas vraiment saturé. Encore une fois, c'était pas... Saturé de quoi? Tu trouves que là, vous êtes nombreux à faire votre métier? Il y a de plus en plus de monde, et tant mieux, c'est un beau métier. Mais nous, quand on s'est lancé, il n'y avait pas du tout autant de monde, il n'y avait pas autant de concurrence, donc c'était peut-être aussi plus facile de décrocher les premiers petits jobs pour se lancer. Designer, quoi. Comment vous faites quel métier, vous diriez, votre cœur de métier? C'est designer. Est-ce que je vous ai présenté en tant qu'architecte d'intérieur, décorateur, designer d'intérieur? Ouais, tout ça est un peu la même chose. Les trois vont bien. Là, dernièrement, enfin depuis quelques années, on est designer d'objets aussi. Mais attention, on n'est pas designer produit non plus. On n'arrive pas chez un entrepreneur, dans une entreprise, un industriel qui nous dirait j'ai tel matériau, tel processus de fabrication. Parce qu'un designer produit comme je sais pas, Stark ou Raymond Loewy, on lui donne 3 matériaux, on lui dit ça dure combien de temps, il arrive à trouver même des innovations de l'ordre de la productivité, qui sont même pas dans l'objet. Nous, on fait vraiment du design à vivre. Du design artisanal, parce que c'est fabriqué par des artisans. D'ailleurs, Camondo disent qu'ils ils diplôment des designers d'environnement, d'objets d'environnement. Donc, c'est pas du tout... on dessine pas des modems Internet. Enfin, un designer, c'est aussi ça, quoi. Donc on est designer d'objets, de mobilier. On fait peu d'objets d'ailleurs. Designer de mobilier, architecte d'intérieur, décorateur. Voilà, c'est tout ça. Voilà. Et alors comment, vous parliez un peu de vos débuts, on passe d'un duo d'archi classique, je dirais, alors que là, aujourd'hui, comme je disais, vous êtes quand même sur le devant de la scène, vous êtes dans le fameux Adescent. C'est quoi? C'est un projet qui fait basculer? Comment on en arrive un peu à votre niveau, je dirais? Nous, on a le sentiment que c'est plus un processus, il n'y a pas un chantier en particulier, mais peut-être une succession de projets, des premières prises de contact, des choses comme ça, et puis on bascule lentement, et à notre plus grand bonheur, c'est super, c'est une très belle vitrine.
Et puis les différents titres de presse aussi alimentent ce flux. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de chance d'avoir en tout cas la place de s'exprimer. Ça fait plusieurs fois que vous parlez de la com. Pour vous, c'est important de bien communiquer sur ce que vous faites. C'est une des clés aussi. Ouais, en fait, avec Samantha, on prend nos photos de fin de chantier. Et on l'a toujours fait, parce que moi, j'aime prendre des photos. Oui, on voit en crédit. Souvent, j'ai vu, en préparant l'interview, c'était toi, Lucas. Et avec Sam, on aime bien faire de la direction artistique de nos shootings. Donc finalement, même quand c'était pas voué à être publié, on voulait le faire pour nous. Et puis d'ailleurs, en fait, quand on finit un chantier d'1 an ou 2, on a envie de garder une trace qui est la plus belle, qui serait bien fait, qui est véritable en tout cas. Donc on essaie de rendre le truc le plus vrai, et aussi le mieux, comme on veut s'en souvenir finalement. Et une fois qu'on a cet outil-là, communiquer, c'est plus facile que quand il faut appeler plusieurs intervenants, organiser une date, tout ça. Nous, on y va un petit peu quand on veut. Donc ça, c'est déjà un outil qui nous a pas mal servi, de pouvoir avoir la carte de visite des lieux qu'on termine. Parfois, on a des chantiers qu'on shoot, mais qu'on donne à personne, qu'on ne publie pas. Au moins, on s'en souvient, quoi. Combien vous gérez à peu près de projets en même temps ? Est-ce que ce sont des gros projets ? C'est un peu difficile. On essaie toujours de compter. Finalement, on n'y va jamais. Mais on est plutôt entre 8 et 12 projets en même temps. Mais ils peuvent être très variés. Ça peut être des projets de déco, des projets d'archi. Et puis, les temporalités sont différentes. Oui. C'est-à-dire que tu peux être en esquisse sur un projet et en DCE sur un autre et en livraison sur un... Bon. Mais en gros, on est... 3 ans, donc, la taille de notre agence, elle permet de gérer entre 8 et 12 chantiers en même temps. Ouais, et comment vous les sélectionnez ? Le lieu nous parle beaucoup, mais en fait, on ne va pas se mentir. C'est surtout l'affect qu'on a avec les clients. En tout cas, en résidentiel, ça, c'est très important. Et en hôtellerie, ça compte. En hospitality, de manière générale, en tertiaire, ça compte un peu moins parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Ça va plus être l'intérêt du projet qu'autre chose. Le projet nous plaît, le lieu nous plaît, les clients nous plaisent. C'est vrai qu'en tertiaire, en hospitality, il y a un peu moins ce truc-là. Mais en effet, le lieu et le client. Et alors, qu'est-ce que tu repères en premier ? Où vous faites ensemble la première visite, toujours ? Non, pas on n'a pas le temps, on va être honnête, on n'a pas le temps de faire toujours la première visite. Non, on va voir les choses où on se montre toujours ce qu'on est en train de faire. Vous décidez ensemble que vous prenez ou pas un chantier ? Oui, ça en revanche, oui. Donc, sur photo, on s'en parle juste par feeling. On se dit les tenants et aboutissants et les pour et contre, mais on décide toujours à deux. Et les premières choses qu'on voit, qu'on essaye de repérer en tout cas, je pense que techniquement, il y a un peu la faisabilité, parce que maintenant qu'on a un peu de bouteille, on se dit, est-ce que c'est jouable dans ce budget-là, avec cette temporalité ? Parce qu'un chantier, c'est de l'argent, du temps et un lieu. Et un lieu. Et le lieu, ce qui compte pas mal aussi, c'est la lumière qu'on y trouve. Il y a un genre de feeling aussi, je pense. Ouais, c'est le feeling. Est-ce que les volumes sont sympas ? Est-ce que la lumière est belle ? Et on se projette pas mal. Réellement, c'est est-ce que le client est sympa ? C'est ça. Est-ce qu'on sent qu'on va pouvoir embarquer dans une histoire avec eux pendant 1 à 3 ans ? C'est quand même long. Nous, on gère beaucoup en direct nos clients, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas de délégation de cette relation-là. Donc, il faut qu'on sente que ça va être possible. Et quel est le pourcentage de personnes où vous dites non, en fait, on ne va pas le faire parce que... Je sais pas tant que ça, en fait. On n'a pas le droit de répondre. C'est pas énorme. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on est assez bien identifiés. Les gens qui nous appellent, ils nous appellent parce qu'ils ont envie de ce qu'on fait. Ils ont à peu près une idée des budgets en tête. Donc, on n'a quand même pas trop d'appels qui sont complètement déconnectés de la réalité. Donc, je dirais, il y a peut-être... 20% des projets qu'on ne prend pas, 20-30% des appels qu'on ne prend pas. Mais c'est en général pas parce qu'on n'aime pas le client, c'est parce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Oui, mais c'est vrai qu'en revanche, un client qu'on ne sent pas dès le premier rendez-vous, on ne prend pas. Ouais. Et alors, comment vous abordez les projets ? Est-ce que vous avez une méthode de travail qui est précise ou à chaque chantier, c'est un peu différent ? On est tout à fait imprécis. On est tout à fait organique et imprécis. Non, mais enfin, on peut dire que dans tous les cas, comme un architecte commence par les plans, on commence par le plan. Le programme et le plan, on regarde si ça marche.
D'ailleurs, parfois, voire de plus en plus, on ne le communique pas forcément aux clients, mais on fait un estimatif pour nous-mêmes, parce que maintenant qu'on connaît assez bien les prix des choses, avec le programme et le plan, on arrive à se dire si l'enveloppe budgétaire convient ou pas. Ça nous donne déjà une bonne idée de où on va. Après le plan, c'est imprécis. Après le plan, c'est soit mood board, soit croquis. Enfin, de toute façon, après, c'est comme un créa, quoi. On part dans la direction qui nous inspire. Et j'allais dire, est-ce qu'à votre niveau, entre guillemets, il y a encore ces échanges interminables qu'on peut avoir sur la 3D, vous faites des mood boards et compagnie, où le client, il a tendance à vous faire un peu plus confiance? Les clients nous font confiance, mais quand même, on montre beaucoup de choses. Et puis, c'est un vrai dialogue, c'est une vraie conversation avec eux. En plus, on essaye vachement d'adapter à chaque client un peu une charte graphique, un peu un mood spécifique à lui, parce que comme on travaille dans le résidentiel, encore une fois, ce n'est pas notre chantier, c'est le chantier de notre client, et qu'il faut que ça lui ressemble à la fin. Si ça nous ressemble à nous, c'est que c'est un peu loupé, quoi. Il y a chaque client particulier, principalement, il a sa teinte de bois, il a sa teinte, ses couleurs, il a... Ouais, voilà. c'est un syncrétisme entre notre culture et la sienne, quoi. C'est vraiment... il nous identifie parce qu'il aime bien notre vibe générale. Et d'ailleurs, nous, on trouve que sur notre site ou sur notre portfolio, il y a des chantiers qui se ressemblent pas du tout, mais a priori, les gens voient une corrélation. Et ça se ressemble pas parce qu'en fait, à chaque fois, il y a l'ADN du client qui est dedans. Oui. Donc, et c'est ça qui est beau, ça nous challenge vers des nouveaux horizons esthétiques. Sinon, je pense qu'on s'ennuierait un peu, quoi. Et les équipes, vous travaillez toujours avec vous renouvelez les artisans, les entrepreneurs avec qui vous travaillez? On a des vous avez des équipes? On a des chouchous, on a des gros chouchous, mais on cherche. Alors, on essaie de se fixer un truc qui est pour chaque chantier, essayer d'apporter un nouvel artisanat et donc un nouvel artisan. Pour qu'il y ait quelque chose de nouveau, mais même pour nous, à challenger une nouvelle matière, un nouveau produit. Et puis c'est des envies, ça correspond aussi à des envies. Hein. En fait, on a parfois envie, on voit quelque chose qui est dans l'air du temps ou quelque chose qui nous ferait plaisir de travailler du plâtre. On a absolument envie de faire du staff. Donc, si un client est d'accord, on lui propose, en tout cas beaucoup, à ce moment-là. Et ensuite, on essaie de se renouveler aussi en artisan, même si on a un socle qui est vraiment très solide. Très solide. Ouais. Et où est-ce que vous trouvez l'inspiration? C'est vraiment une question bateau, mais pour aller plus loin, c'est où est-ce que vous trouvez tous ces nouveaux matériaux, ces nouvelles envies, toutes ces nouvelles idées qui font que finalement vous avez un coup d'avance? Honnêtement, déjà, c'est une veille, c'est tout simplement une veille de toute la presse déco spécialisée, de la presse d'art aussi, beaucoup, parce que ça se suit, hein, les styles qui plaisent en art contemporain, ça se retrouve aussi beaucoup dans les matières, les décos. Ça, c'est pour la partie un peu recherche matière. Parce que dans le style et dans l'envie spatiale, enfin dans les volumes et dans le style, je pense que on a quand même beaucoup d'intuition. On se nourrit de ça depuis longtemps. Et avant d'avoir toute cette nourriture, on peut juste dire qu'on a un œil. Je pense que c'est d'abord ça, d'être créa dans tous les sens, dans tous les arts. C'est de regarder les choses différemment, d'appréhender un peu le monde dans lequel on est, de manière à regarder ce que les autres voient pas, quoi. Et est-ce que vous faites encore des salons? Vous allez chez les éditeurs, vous avez tous les catalogues, comment vous vous renseignez? L'avantage, on n'a pas beaucoup de temps d'aller faire les salons. On fait des petits salons, éventuellement, des Matter & Shape, auxquels on a déjà participé aussi. On va se promener à Milan une fois de temps en temps. On a aussi, par exemple, en tissu, on a nos éditeurs un peu chouchous, malgré tout, avec qui on travaille beaucoup, et ils sont nombreux, hein, mais donc on les reçoit ici, ils nous apportent les nouvelles collections, etc. On a la chance, comme on est assez identifié maintenant, on reçoit plutôt l'information qu'à aller la chercher, en fait. Ce qui est plutôt ce qui fait gagner du temps. Mais, et après, il y a aussi une source très importante de nouveautés qui est Instagram. Enfin, Instagram vous envoie de l'image toute la journée. Il suffit de passer 10 minutes et vous repérez les 2 dernières tendances de tissu, même si c'est pas tellement ça qui va nous faire... ouais, mais c'est pas forcément l'Instagram de déco, ça peut être l'Instagram de cinoche, de cinéma, il y a tellement d'informations, d'immédiateté, d'images, de tout, qu'il faut, encore une fois, je pense, avoir l'œil pour regarder ce qui est bien au bon moment et ce qui peut être intéressant à un instant T, quoi.
c'est quand même beaucoup de feeling et de... Il y a une inspiration dans l'air, il y a la mode, il y a aussi la mode du moment. La mode, il ne faut pas avoir peur de se dire qu'on vit vivre dans une époque, c'est vivre dans une mode aussi. Et donc, c'est la mode qui t'inspire, qui inspire au global. Et toi, tu ne sais pas vraiment pourquoi tu es allé chercher cet élément-là, à cet endroit-là, mais c'est comme ça, c'est Après, venu. on peut dire que ce qui match en tant que matériau, c'est quand on marche en contraste. Nous, on aime bien faire ça, c'est un gimmick qu'on a, une technique, on va dire. C'est que souvent, on va chercher des matériaux taiseux, naturels, et on va réveiller avec un accident. En gros, c'est plutôt la recherche d'équilibre qui fait qu'on arrive à trouver la bonne inspiration. Je ne sais pas si c'est l'inspiration, mais en tout cas, c'est plutôt ça qu'on a comme méthode de travail, on va dire. D'ailleurs, c'est vraiment pas facile comme question. Ouais, Mais comment vous définiriez justement votre style ? Qu'est-ce qui est commun à tous vos projets ? Peut-être déjà, ce qui est commun, c'est notre méthode de travail qui, malgré le fait qu'elle soit relativement floue, a ce point commun à chaque fois qui est que nous sommes tous les deux à décider. Donc, c'est-à-dire que pour que quelque chose soit validé, il faut qu'on l'ait validé tous les deux. Donc, c'est beaucoup de challenge aussi. C'est de proposer un matériau, une couleur, une forme, peu importe. La proposer, et si l'autre dit « non, je le sens pas, on n'y va pas ». Donc, on a quelque chose qui est entre nous deux, qui va valider, et c'est ce truc-là qui est notre style. Donc ce truc-là, comment il s'appelle ? C'est une bonne question. Non, et souvent on se dit non pour pas être trop dans un chemin tracé. On se dit non, t'as dit ? On se dit non, on se met des vétos, on se refuse des choses. Et ça nous permet en fait de nous challenger. Et parfois c'est très beau et très beau, c'est déjà bien, ou alors c'est totalement dans une esthétique avec une ligne directrice forte, et comme on se dit non, en fait on va trouver quelque chose de plus original, on peut dire. Ou de plus extraordinaire. Je ne sais pas si c'est original, c'est le bon terme, mais en tout cas, c'est une méthode qui nous fait aller chercher des choses qu'on ne ferait pas seul. Donc c'est une méthode. Après, je ne sais pas si c'est une esthétique très particulière. Mais résultat, il en découle de là une recherche d'équilibre. Et en fait, la recherche d'équilibre, elle est entre nous deux. Et nous, on a tendance à dire que c'est une recherche d'équilibre globalement. Mais en fait, c'est l'équilibre entre nous deux qui fait que le résultat est celui-là. Et c'est jamais du total look finalement. Voilà, on l'appelle un peu le modernisme patiné, c'est-à-dire qu'on a quand même une écriture, un vocabulaire assez contemporain, mais en se basant sur des matériaux et sur des sensations historiques et habitées. Et donc on a mis au point cette terminologie de modernisme patiné, mais qui peut aussi s'apparenter à quelque chose de l'intemporel, mais qui m'agace en ce moment, l'intemporel, parce que d'un coup tout le monde est devenu intemporel. C'est la recherche ultime. Alors que c'est plutôt bien en fait, d'être dans son temps parfois. Ça veut dire quoi, intemporel ? En plus, tu traverses le temps, et en même temps, du coup, ça rend très chiant l'intemporel, parce que bon, si tu traverses tout le... Voilà, ce qui est sympa, c'est aussi de se dire que les années 70, elles sont identifiables, que les années 40, elles sont identifiables, que les années 60, pareil. Et qu'en fait, peut-être que 2026, ce sera identifiable. Voilà, et on peut... En fait, c'est cette réflexion autour du refus d'être à la mode et de vouloir être intemporel, et en même temps, peut-être que c'est pas forcément la bonne réflexion. Terminologie. Ouais. Après, dans le terme patiné, nous, on aime beaucoup de livrer un intérieur qui est de l'ordre de l'évidence. C'est-à-dire que notre client, il se sent directement bien chez lui, qu'il n'est pas du tout à appréhender son espace. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que nos clients aiment aussi. Et comment vous créez ça qu'on essaie de reproduire aussi sur les objets, c'est-à-dire en fait d'avoir que des matières qui soient déjà un peu... Le bois, déjà, c'est une matière très, très vivante et très honnête dans ce qu'elle revendique, dans ce qu'elle apporte. Ensuite, dans le choix du mobilier, dans la manière dont on éclaire, la lumière aussi, c'est important. Ouais, c'est d'avoir un lieu qui a l'air d'être là depuis toujours. En fait, qui est raffiné, mais qui est pas neuf, quoi. Et là, c'est justement l'équilibre de nous deux, plus celui du client qui vient. Et là, ça fait un petit mélange et une petite soupe. Et à ce moment-là, on obtient ces intérieurs qui appartiennent à nos clients et pas à nous. Qui sont incarnés. On peut dire que c'est le plus important, in fine, c'est d'avoir un lieu incarné. Qui est peut-être pas par une personne d'ailleurs, mais juste qui est incarné par un esprit. Et comment vous arrivez à cet équilibre dont vous parlez tout à l'heure ? Parce qu'il y a un mélange d'époques, de matériaux, de plein de choses. À quel moment vous savez que c'est juste ? Quand on est tous les deux d'accord. Oui, tout simplement.
Ça arrive quand même souvent. Ouais, mais, ça arrive souvent, mais non, on a l'impression que ça n'arrive pas. Non, mais ça arrive très souvent. C'est bien, mais en fait, on n'est pas non plus dans le conflit. On ne cherche pas non plus à être toujours dans le veto et tout, mais en gros, quand on est tous les deux d'accord, on se dit, bon, bah là, normalement, on a atteint déjà une forme de justesse. Ouais. Et tout à l'heure, tu disais qu'en fait, tous vos chantiers étaient assez, ou vos projets étaient assez différents, mais qu'en même temps, comme tu dis, il y a quand même cette signature que d'extérieur, on reconnaît. Vous reconnaissez, c'est cool. Mais est-ce que vous êtes conscient de ça et est-ce que vous travaillez ça et est-ce que c'est important de cultiver ça justement pour se démarquer ? Pas du tout. Non. Pas du tout. Alors, on se rend pas du tout compte. Nous, pour le coup, on a l'impression de faire des trucs assez différents. Mais ce qui nous paraît différent, en fait, c'est l'apport du client, probablement. Donc, c'est sa part à lui. Donc, la part que nous, on y met, qui est notre part un peu innée, enfin, je sais pas, c'est un truc naturel pour nous. On n'a pas l'impression, en tout cas, on ne saurait pas la reproduire si on nous demandait de la reproduire bête et méchamment, quoi. Ça vient tout seul. Et tu parlais tout à l'heure d'un certain goût du moment. Quel est le goût du moment ? Les gens ont envie de quoi en ce moment ? Je sais. En ce moment ? Je sais quoi te dire sur quel était le goût du moment à venir il y a 3 ans. Nous, on savait que l'art déco allait quand même vraiment revenir très, très en force. C'est quelque chose qu'on aime depuis toujours, mais il se trouve que là, ça revient et c'est pas prêt de s'arrêter. Là, c'est petit flottement pour moi. En termes de couleurs, de matériaux, de style, tu vois, les gens ont envie de quoi ? Je pense qu'ils ont toujours envie de l'inox, parce que nous, on aime l'inox depuis 5 ans, donc à mon avis, ils aiment l'inox pendant encore 10 ans. Enfin, c'est pas du tout... Du verre, beaucoup de verre. On va avoir beaucoup de verre, là. Ça va remplacer un peu le plâtre et des trucs comme ça. Le verre, c'est le nouvel inox. Ouais. Le verre un peu épais. En quoi alors que vous utilisez comment alors nous on l'a utilisé sur notre gamme de luminaires Joy Yellow déjà et là on l'utilise dans les pièces de notre future collection, on utilise un petit peu. Mais oui, il y a des matériaux après. Quels matériaux vous aimez bien travailler vous ? Nous on aime le bois. Quel type de bois ? Tous les bois. Non mais on aime les matériaux déjà qui sont vrais. Donc le bois je pense que c'est le matériau le plus vrai qui existe. Après, le marbre, ça l'est aussi, mais je pense qu'il y a un peu moins de toucher. On aime voir la main de l'homme, on aime bien l'artisanat en général. Donc, je trouve que le bois, c'est ce qui est le plus vivant, en tout cas. Et ensuite, on aime aussi la pierre, les lacs. La pierre, les lacs beaucoup, parce que les lacs, c'est beaucoup de couches de lacs et de polissage. Pareil, beaucoup d'artisanat, de passage de main. Et vous la travaillez comment, par exemple, la laque ? Sur quel type ? La laque, on l'utilise beaucoup. On l'utilise sur quasiment toutes nos pièces de mobilier, déjà. Un peu notre signature sur pas mal de nos pièces. Et après, on va l'utiliser dans nos projets d'archi, sur de l'agencement, sur des plafonds. Mais c'est vrai qu'on l'utilise depuis longtemps et beaucoup. Par touche, on n'est pas radicaux. Mais, non, on est deux, c'est pour ça. Mais on est deux, c'est pour ça. Voilà, on a un des objets d'art qu'on aime le plus, c'est ces grands paravents de Coromandel. Ça, c'est un truc qu'on a, je pense, dans notre top 5 d'éléments de déco préférés. D'éléments de déco c'est toute une histoire, quoi. C'est toute une histoire, voilà, ça raconte beaucoup de choses. Oui, est-ce que vous avez des partenaires avec lesquels, ou des marques, ou des galeries avec lesquelles vous travaillez vraiment régulièrement ? Oui, on a des partenaires amis avec qui on travaille beaucoup, certains avec qui on développe même des pièces, comme la galerie MCDE, justement. Mais après, on essaye aussi de varier les plaisirs quand même dans les projets. Donc on a autant sur l'artisanat, on a beaucoup d'artisans qui reviennent. Sur la partie plus mobilier, décoration, on essaye quand même de varier. Dans la partie marque, je trouve que c'est vrai que c'est plutôt bien de changer. Enfin, c'est plutôt agréable déjà de le faire. Pour le mobilier ? Oui, pour le mobilier, les luminaires. Pour l'ensemble de la décoration. Parce qu'en fait, c'est déjà se tenir un peu informé. En général, il y a des nouvelles marques qui arrivent sur le marché. Il y a des nouveaux distributeurs, des nouvelles manières d'acheter. Enfin, donc, on n'a pas de réflexe vraiment pour acheter la décoration. On achète beaucoup en galerie aussi. Donc, en fait, c'est des pièces qui sont vintage, uniques. Qui tournent. Voilà. On n'a pas trop de réflexe là-dessus, même si on a quelques partenaires ou quelques sites sur lesquels on va plus souvent. Ou en équipement, type peinture
Ouais, même ça. Ouais, même Non, ça, vraiment, on on change varie à chaque beaucoup. fois. On change tout le temps. C'est vraiment une question de moment, en fait. C'est une question de timing, de qu'est-ce qu'on fait en ce moment, qu'est-ce qu'on a vu dernièrement. On essaye d'éviter les réflexes quand même. C'est-à-dire que Pendant un moment donné, on avait notre blanc générique, on a arrêté aussi. On a arrêté notre blanc générique. Non, on essaie de... Ouais, parce que... C'est simple, et d'un côté, en fait, tu changes pas, du coup, après. Donc, si tu as toujours le même niveau de blanc, les mêmes plaquages de bois, le même truc, là, pour le coup, tu deviens un peu copier-coller. Ce qui n'est pas dramatique, hein, mais je veux dire, en tout cas, on fait pas ça, et ça ne prend pas plus de temps de trouver autre chose, en fait. Il y a toujours une élégance dans vos chantiers. Comment on crée un intérieur élégant ? Ça, c'est une très bonne question. En étant équilibré et juste. Et je pense que l'élégance, c'est de ne pas être trop bavard. Que ce soit dans les matériaux, dans le mobilier. Dans la vie. Dans le tissu, dans tout. En fait, il ne faut pas être trop. Quand on arrive juste avant à être trop bavard, c'est parfait. Et c'est bien parce que l'ironie, c'est moi qui dis ça. Ouais. Toi qui dis ça. Non, mais, pas trop chargé. Pas trop chargé, ouais. En fait, c'est l'élégance un peu taiseux, quoi. C'est de montrer quelque chose de plutôt incarné et évident et juste, même si on a déjà dit ces termes. C'est ces termes-là qui font l'élégance. Ça va pas beaucoup plus loin que ça, je pense. Et à l'inverse, qu'est-ce qui n'entrera jamais dans un de vos projets ? Une fausse matière ? Si du marbre peint, on pourrait essayer un jour. Ah, peut-être. Du marbre peint, parce que c'est quand même un beau oui, travail. mais c'est un art. C'est un beau savoir-faire. Moi, par exemple... Non, un faux plan de travail en faux marbre, ça, non. S'il y a du savoir-faire, t'as raison. Même du faux bois, on pourrait. Non, du faux... Ouais, du faux. Ou j'allais dire, l'épisode juste avant vous, c'était le retour du moche. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y a des le choses moche, c'est bien. moches ? Le désuet, le kitsch, c'est bien pour créer un petit accident, pour avoir quelque chose qui réveille. Oui, le moche, si c'est un accident, tout va bien. D'ailleurs, rien n'est moche quand on fait notre métier depuis 20 ans, enfin depuis 15 16, tu trouves honnêtement ans, que rien n'est moche ? En fait, rien n'est moche, rien n'est bien accompagné. En fait, toutes les choses qui sont moches, elles sont juste mal accompagnées. Ça vaut pour les humains aussi. C'est une excellente réponse. On disait aussi ce qui est un geste gratuit, un geste qui a pas d'intention. Enfin, un truc. C'est-à-dire, là, il faut que tu nous expliques. C'est-à-dire, justement, ça complète ce que dit Lucas sur la partie faire des intérieurs qui sont un peu taiseux. Un intérieur élégant, c'est un intérieur qu'on n'a pas rempli sans réfléchir. C'est-à-dire quand il y a une moulure en plus, en trop, enfin, de toujours rajouter, à la fin, c'est gratuit. En fait, ça sert à rien. Et pourquoi du coup, Pourquoi une couleur sur ce tissu, sur ce truc, sur ce joint qui recouvre... Voilà, ouais. Pourquoi ? Après, le maximalisme, c'est un art et c'est quelque chose qui est très beau à vivre et à regarder. Mais quand c'est gratuit, le maximalisme, c'est pas gratuit. C'est tout assembler, tout ça, ça crée un univers. Quand c'est juste ajouter quelque chose pour montrer que... Ou juste pour rien, d'ailleurs. Ça, c'est pas terrible. Si on en vient un peu plus précisément au mobilier, sur les projets, à la base, vous faites du sur-mesure, vous chinez, comment vous achetez, ou c'est un mix pareil ? Un mix, ouais. C'est un équilibre, Samantha. C'est tout à fait un équilibre. C'est encore plus... Non, mais on a vraiment, pour le coup, on dessine du mobilier sur mesure, on met des pièces de mobilier de nos collections aussi, beaucoup. On achète en galerie sur des... Et je trouve qu'on a un réflexe on a une manière d'acheter qui est plus apparentée à une intuition de matière ou de qu'est-ce qu'il faudrait à cet endroit-là, plutôt que de chercher dans un catalogue un meuble. Donc on se dit, là, il faudrait un totem ou alors il faudrait un grand lampadaire. On a plus des rapports d'échelle, il faudrait de la hauteur, il faudrait un point, quelque chose fixé sur le mur. On met en page un petit peu notre intérieur ou notre coupe, notre perspective. Et encore une fois, pour trouver l'équilibre, on se dit, là, la table basse, il faudrait qu'elle soit en inox. Donc, en fait, on va plus chercher par là. Au lieu de se dire, au lieu de prendre une plage et de se dire, ça va avec ça, ça va avec ça, en fait, on est plus in situ. C'est vrai qu'on a tendance à partir de la matière que de la forme. Je viens de découvrir ça, d'ailleurs. En le disant ? Ouais. Non, mais en fait, je viens de découvrir ce process qu'on a, mais en fait, on se dit plus... Enfin, dans cette pièce, il faut souvent, on me demande, table basse. Attends, mais où est-ce que je vais acheter un meuble ? Je sais pas du tout. Moi, je vais plus chercher quelque chose dont j'ai l'intuition que ça va être que ce matériau ou cette forme sera très bien ici. Donc encore une fois, quelque chose de haut, de bas, de rond. Et ensuite, on va chercher dans cet axe-là. Donc on est plus in situ, on cherche des choses qui vont bien dans le lieu, ce qui est logique, mais je veux dire qu'ensemblier, en fait. Oui, d'accord. Et donc, vous en êtes arrivé à lancer vos propres collections parce que vous trouviez pas forcément sur le marché ce que vous vouliez ?
Exactement. Oui, il y a une partie pour ça. Une partie, on a commencé comme ça. Comme beaucoup de designers ou d'archi qui dessinent ou de gens qui ont envie d'avoir quelque chose qu'ils n'ont pas, qu'ils ne trouvent pas. Et on peut dire une autre chose, c'est que ça nous a... On a dessiné pour des objets, enfin on a dessiné des objets pour des clients, donc quelque chose qui était très bien in situ encore une fois. Et ensuite on a dessiné notre collection pour avoir un peu de la liberté, quoi. Pour sortir du chantier. C'est-à-dire qu'on a eu... Enfin, déjà de la liberté dans notre timing de process de création et aussi de la liberté dans la forme jusqu'au bout. Et qu'est-ce qui se passe chez nous si on ne dessine pas pour quelqu'un et qu'on dessine pour nous, en tout cas, pour qu'on enlève la partie in situ de l'inspiration du dessin. Ouais. Et c'est un exercice qui nous plaît énormément. Ouais, et la première... Vous dessinez tous les deux ? Pardon, je t'ai coupé. Non, tous les deux. On dessine tous les deux et puis après on équilibre. Non, on dessine tous les deux pas mal et on a dans notre coin. Et quand on estime qu'on peut aller présenter ça à notre associé, on dit regarde, j'ai une bonne idée. Et ensuite on en parle. Parfois on a directement un veto, donc on n'en parle pas. Mais non, en général on se met beaucoup de veto en même. On a beaucoup d'idées, on dessine pas mal, en tout cas pas forcément des dessins sur papier, mais on a des crowbars, des AutoCAD, des collages, je sais pas. Et une fois qu'on a tout ça, on se pose tous les deux et on vérifie, enfin on sélectionne ce qui est bien à prendre. Et bizarrement, ça nous fait aller dans un sens parce que notre première collection de mobilier, on était en liberté totale. On a fait plein de pièces qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres, même si encore une fois, on peut peut-être reconnaître une patte. Nos collections suivantes et celles qui arrivent, elles sont plutôt des marqueurs de matériaux et de formes. Donc on tend peut-être nous vers aussi une sorte de maturité où on va dessiner des choses qui se ressemblent peut-être dans la propre collection et dans le futur, parce qu'on en est au début, on ne sait pas trop si ça va être le cas, mais... Oui, parce que j'allais dire quel était le fil rouge, mais en fait, pas de la prochaine collection, mais des deux premières. Il y a une vingtaine de pièces, donc il y a autant des lampes, des canapés, il y a c'est vraiment l'inspiration. En fait, il n'y a pas de fil rouge, puisque c'est la maison, quoi. C'est pour ça qu'elle s'appelle Amuse-Bouche, Entremets. Là, on va en sortir une troisième. On vous en dira plus. Mais en fait, nous, on aime recevoir, on aime faire la fête, on aime recevoir, on aime avoir les amis à la maison, on aime... Voilà, donc on a eu l'amuse-bouche qui est une multiplication de peu de choses différentes, voilà, comme un amuse-bouche. L'entremet, tout le monde a la même chose, tout le monde est à table, voilà, c'est l'entremet. C'est la petite pause. Voilà, et c'est ça le fil conducteur, je pense, de ce qu'on dessine. En fait, on dessine du mobilier qui est destiné à être du mobilier, qui n'est pas destiné à être... C'est du mobilier qu'il faut utiliser, c'est pas du mobilier à regarder, c'est pas du mobilier collectible, parce que ça ne veut pas dire grand-chose si on l'a pas collectionné déjà. C'est du mobilier qui est fait pour vivre et pour... Pour être usé, quoi. Ouais. Pour et participer à des moments de vie. Ouais, exactement. Mais sans prendre le pas sur le moment de vie. C'est un peu ça l'idée de notre mobilier. Et pas du mobilier, oui, de galerie ou pour certains chantiers ou pour certaines photos. Non. Bah, il doit être beau. Enfin, il est beau dans notre carcan de beauté et il peut être assimilé à de la galerie par son prix parfois, mais c'est surtout du mobilier à prendre et à user, enfin à utiliser, à transmettre. Et alors, comment vous allez travailler concrètement ? Parce que ce sont des très belles pièces, donc vous avez été chercher chaque artisan, chaque savoir-faire pour chacune des pièces, j'imagine. On a beaucoup de nos pièces qui sont réalisées par les artisans avec qui on travaillait déjà sur les chantiers. Donc ça, c'est aussi un shift de compétences pour eux, mais c'est super agréable pour nous parce qu'on travaille en direct, les ateliers sont en France, on a les mêmes interlocuteurs que pour nos chantiers, donc c'est idéal. Ouais, on apprend chacun de nos compétences communes. Et peut-être même certains de nos artisans nous ont inspiré des pièces, en fait, puisqu'on partait de leur savoir-faire. Non, bah, ça, si tu maîtrises ça, moi je vais dessiner. Oui, ou de contraintes, ouais. Voilà. Il y a de ça. Après, ce qui est cool, c'est que les artisans eux-mêmes sont ravis de voir quelque chose. Un menuisier qui a fait 50 cuisines, il est ravi de voir une table à la fin. Enfin, ils sont contents de sortir un peu des choses nouvelles.
Et surtout, on se challenge tous. Donc, c'est ça qui est sympa. Et le fait de le faire en France, c'est pas mal pour notre artisanat et pour notre savoir-faire qui est très bon. Pas dans tous les domaines, mais en tout cas dans la menuiserie, dans ce qu'on fait, nous, c'est à propos en tout cas. Et assez égoïstement, c'est très simple, puisque c'est pas loin, on peut aller voir notre atelier, on peut discuter. Il y a un aller-retour qui est assez... Fluide et facile. Ouais, et qui est assez bon pour la création, parce que quand on fait un proto au bout du monde, le temps de le recevoir, le temps de discuter, parfois on a plus la même énergie et le même élan, quoi. Il faut combien de temps pour sortir une collection? Par exemple, là en septembre, vous allez sortir une 3e collection. Vous travaillez depuis combien de temps dessus? Il y a certains objets qu'on a dessinés il y a très peu de temps. Mais l'inspiration, l'élan de base, je pense qu'il vient il y a quand même 3-4 mois. Ouais, même plus. En fait, il y a des pièces qu'on sort comme des évidences très vite. On fait un proto et puis c'est bon, ça change pas. Et puis d'autres sur lesquels on revient. En fait, quand on dit que c'est une collection, on prend un peu plus de temps. Comme c'est une vraie sortie, là, on en a fait que 3, mais on a l'intention, en tout cas, de sortir à chaque fois des collections, entre guillemets. Donc pour nous, ça commence à 10 pièces. Donc c'est pas juste un lampadaire pour la Design Week. Voilà. En tout cas, c'est une réflexion qui est plus mûrie dans ces cas-là. Après, en parallèle, on peut très bien sortir une applique ou même une table, un mobilier hors collection qui, lui, peut être fait en un mois, quoi. Voilà, c'est en général, en plus, maintenant, on sait dessiner de manière à ce que ce soit bien fabriqué, donc on a peu d'allers-retours et c'est plutôt efficace. D'où vous vient cette culture design et artistique? Vous avez une vraie sensibilité par rapport à ça? Je sais pas. On a le droit de dire ça pour un verre, je sais pas. Aucune idée. D'où ça nous vient, notre culture design? L'école, je pense que Camondo. Non, je pense qu'on a été assez bien formés. Ouais. Odile Deck, notre prof de design de mobilier. Non, mais je pense que Camondo, c'est une école qui t'apprend à regarder aussi beaucoup les choses, à rechercher et à regarder. Et puis. Mais d'ailleurs, je pense pas qu'on soit beaucoup plus cultivé en design que d'autres. Que d'autres, oui, je sais pas quoi dire, que d'autres, que des confrères déjà, et ensuite que quelqu'un de cultivé dans les arts. C'est juste qu'on va chercher en effet des inspirations, on va essayer de mettre tout ça en œuvre pour que ce soit mieux compris, on va dire. Je sais pas, c'est une question de... On est des transmetteurs. Je sais pas comment dire. Et puis c'est quand même aussi facile d'apprendre des choses quand ça nous intéresse, quoi. Très basiquement. Donc d'ouvrir un livre de Pierre Charot ou d'ouvrir, je sais pas, n'importe quel bouquin d'archi ou de design... ou un magazine, c'est pas un enfer. Après, pour ce nous. que tu disais tout à l'heure en début de podcast, c'était intéressant, c'est le fait qu'on a vu beaucoup de choses grâce à nos familles et notre vie, notre parcours. Je pense que ça, c'est quand même aussi un vecteur d'apprentissage. C'est même si on n'a pas les noms pour citer qui est ce passementier, ce rideau, ce menuisier, parce qu'en fait, je pense qu'on était jeunes. Quand on a vu toutes ces maisons de campagne, ces voyages, je pense que ça, c'est aussi une manière d'apprendre qui est de l'ordre qui n'est pas scolaire, mais qui est hyper efficace. Ah oui, c'est pour ça que parfois je commence par ça, parce qu'en fait, ça... Oui, bien sûr, mais c'est vrai que quand tu as dit ça, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qu'on a déjà dit par le passé, mais en fait, c'est une expérience. On dit pour avoir du goût, il faut avoir beaucoup goûté. Il faut avoir beaucoup voyagé, beaucoup vu, c'est évident qu'on ne peut pas... Et c'est pas une question d'apprendre par cœur, quoi. C'est une question juste de s'être imprégné de plein de choses. Oui, ça infuse subtilement et ça ressort ensuite. Et puis une fois qu'on a vu 1000 choses, on sait où se situer. Quand on en a vu peu, je pense qu'on sait moins forcément. Ouais. Sur votre métier, vous diriez qu'il est plus créatif ou technique? Vraiment les deux, je pense. C'est vraiment les deux. Je pense que même la technique t'aide à créer. On disait sur un chantier... La technique t'ouvre l'esprit, en fait. Ouais. La technique t'ouvre les possibles. Même si on dit que tout est possible techniquement avec un certain prix, en général, quand tu es assez pragmatique et productif, ou que la productivité t'intéresse en tout cas, tu vas forcément aller vers l'efficace. Donc pas de gaspillage, même si c'est beau de faire une forme incroyable, en général, on t'essaye quand même de savoir si elle est réalisable. Donc de savoir la technique, ça te guide vers des formes et vers des faisabilités, donc un certain dessin. Et en même temps, je pense que parfois on dessine sans se poser du tout la question de la technique. Non. Sans se dire est-ce que c'est faisable ou pas.
D'ailleurs, notre table basse, on a galéré pour la produire parce qu'on savait pas du tout qu'un pied de cette taille-là en aluminium, c'était presque infaisable. Donc la créativité est moteur. Ouais, la créativité moteur et ensuite on a la technique pour nous cadrer, on va dire. Ouais. Et justement, sur ces deux facettes-là, parfois dans des duos, il y en a un qui a l'une des casquettes et pas l'autre. Là, vous vous sentez tous les deux créa. Enfin, est-ce que vous avez des casquettes différentes ? Non, vous travaillez vraiment main dans la main. Ouais. Oui, alors il y en aura. Lucas va être un petit peu plus technique. Moi, je vais peut-être être un tout petit peu plus créa. Un peu plus du jour tendance, on va dire. C'est tellement... tellement... elle a plus le nez pour... Elle se cultive plus sur... C'est tellement subtil la différence. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui a plus de technique et l'autre qui a plus de... Oui, en fait, c'est pas partitionné. Voilà. C'est pas polarisé, mais en tout cas... on peut dire que techniquement j'ai un peu plus de knowledge et que Samantha a éventuellement, enfin si c'est sûr, plus de le nez creux sur certains matériaux à utiliser, ou pas forcément des matériaux, ou des formes, ou une tendance, quoi. Mais c'est vraiment c'est subtil. Ouais. Et est-ce qu'il y a un petit jeu féminin-masculin ? Pas tellement. Non, pas du tout même. Ouais, pas tellement. Non. On est plutôt unisexe. Et alors, comment on reste synchro et connecté avec les années ? Vous dites depuis... ça fait 15 ans. Comment on maintient quand même de toujours bien s'entendre et surtout d'avoir la même vision ? Beaucoup d'échanges, on se parle on se parle, quoi. Ouais. On se parle tout le temps. Et en fait, on est vraiment amis. Donc, y a aussi ce truc-là qui est... on n'est pas collaborateurs ou... Ouais, on fait pas des points, on n'a pas de process, on ne fait pas des points en se disant est-ce qu'on est toujours aligné, on sait qu'on est aligné parce que de toute façon on est complices à la base et on va a priori, après 17 ans on ne s'est pas embrouillé, enfin 16 ans je sais pas, enfin on sait plus, mais en tout cas c'est sûr on tend vers l'infini. On est content d'arriver au bureau le matin. Tu sais qu'on ne l'a pas précisé au début, mais vous n'êtes pas... Parce que je n'allais pas le préciser. Si, c'est bien, parce qu'il y a beaucoup de gens. Nous ne sommes pas en couple. Vous n'êtes pas un couple. Il y a beaucoup de gens qui croient. Non, plus maintenant, je pense. Plus maintenant. Au début, oui, beaucoup. Ouais. C'est un réflexe assez évident, en fait, c'est normal. Et quand même, dans cette veine-là, qu'est-ce que vous admirez chez l'autre qui le rend indispensable au duo ? Moi, ce que j'admire chez Lucas, c'est son sens de la rigueur quand il dessine. Son œil sur les proportions et surtout sa capacité à traduire en dessin très très vite l'atmosphère d'un espace. Le sens de la rigueur, c'est vraiment que en dessin, du coup. Je suis pas très rigoureux sinon. La rigueur, c'est très sur le dessin. Mais elle est belle. Non, c'est vrai, merci. Non, moi, chez Samantha, ce que je disais tout à l'heure, c'est l'intuition qui est là pour sentir les choses qui sont ou dans l'air du temps ou qui vont l'être, d'ailleurs, en fait, plutôt un peu en avance. Et puis, je sais pas, c'est une bold woman, c'est quelqu'un qui arrive à porter des projets à bout avec ses clients. Avec nos clients, elle est forte, et avec ses enfants encore plus, avec sa vie en général, quoi. Je suis fier admiratif d'avoir des gens comme ça qui sont dans ta vie, qui sont dans ma vie. Et c'est important d'avoir cette admiration aussi souvent on dit dans un couple d'ailleurs, c'est tout à fait. Il faut admirer l'autre, et quand on a perdu cette admiration, ça veut dire qu'on n'aime plus l'autre. Donc je pense que ça doit être difficile. Ces pauvres gens qui s'admirent plus. C'est pas fastoche. Non. On s'admire un peu, bien sûr. Et puis je pense que pour que ça fonctionne aussi, il faut qu'on aille chercher ce qu'on n'a pas en nous chez l'autre. Donc tant que ça existe, c'est du fuel pour continuer à avancer. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ? L'humain, je dirais. Bon, on tend de plus en plus vers l'humain. On a de plus en plus de staff, on a de plus en plus d'interlocuteurs, de gens à voir, de choses à faire avec d'autres gens. Je pense que ça, c'est une partie qui est super sympa. Et vu qu'elle se développe, je trouve que c'est de plus en plus sympa de rencontrer des gens intéressants. Moi, je dirais que c'est la légèreté de notre métier. J'allais y venir, et c'est aussi l'humour. C'est quelque chose que on rigole quand même pas mal, quoi. Moi, j'ai l'impression que mon travail, si c'est pas de l'humour, c'est pas de la rigolade, mais j'ai l'impression que mon travail, il est léger. Et quand je l'oppose à tout ce qui se passe dans la société, tout ce qui se passe dans le monde, j'ai l'impression que quand j'arrive au bureau, je suis dans une bulle d'oxygène. En plus des choses dramatiques qui se passent dans le monde, voilà, on va pas théoriser là-dessus. Mais en plus moi, j'ai 3 enfants.
c'est très intense chez moi. Chez moi, j'arrive au bureau, c'est calme. Ça fait du bien, ouais. Je fais des dessins. Voilà, je fais le métier que j'aime. On sauve pas des vies. Ça a la légèreté de ce sentiment-là. Bien qu'être archi, il y a beaucoup de responsabilités. Oui. Mais l'essence même du métier, il est léger, quoi. Il est de rendre les choses plus agréables et plus belles et moins compliquées. Et même si, voilà, il y a plein de process qui sont évidemment rigoureux, lents et compliqués, c'est quand même l'essence et le résultat final, c'est que ce soit sympa, quoi. Et sur l'humain, vous avez une équipe derrière aussi, j'imagine. Il y a à peu près combien de personnes qui travaillent avec vous ? On est entre 8 et 10 en général. Et on a une super équipe, ils s'entendent tous très bien, donc on est très contents. C'est un beau travail de collaboration tous ensemble. Et nous, aujourd'hui, on se garde le meilleur morceau, qui est vraiment la direction artistique qu'on drive fortement. Oui, en général, on est toujours en amont d'un projet, même si on a des chefs de projet géniaux qui prennent à bras-le-corps beaucoup de décisions sur chaque projet. Mais l'impulsion de base, en général, on le fait tous les deux. Et ensuite, on est soit Samantha, soit moi en frontal avec le client. Ouais, plus un chef de projet, plus un junior, plus autre chose. Mais en tout cas, on a à cœur d'être présent du début à la fin sur les projets qu'on chapeaute, même si du coup, on se montre ceux qu'on ne chapeaute pas. Ouais. Et qu'est-ce qui est difficile, qui vous plaît moins ? Ce qui plaît moins, c'est quand un chantier prend du retard, que c'est long, que les relations se tendent avec les clients. C'est l'incompréhension parfois des temporalités, c'est-à-dire qu'on ne fait pas travailler des machines, on fait travailler pour le coup des êtres humains. Donc si le plombier s'est cassé la jambe et que l'électricien a son fils qui est malade, il n'ira pas bosser, quoi. Et c'est vrai que... Et on ne peut pas le remplacer dans la journée. Voilà. Donc une journée... Il y a une réelle difficulté à faire entendre aux gens en général que l'humain est 80% de notre métier, et même en gestion sur un projet, quoi. Donc voilà, les problématiques de chantier sont les plus difficiles à... Mais non, je pense qu'en fait, les gens l'entendent. C'est juste que de leur côté, ils ont des impératifs de temps et d'argent, ce qui est complètement normal. Mais il n'y a pas une personne qui a raison ou l'autre. Enfin, il n'y a pas le maître d'ouvrage qui a raison et l'ouvrier qui a tort, ou inversement. C'est juste que la difficulté, c'est de faire rentrer tout ça, en général, dans un timing et dans un budget. C'est les deux choses qu'on a déjà dit auparavant. Mais la difficulté, elle arrive. Quand il y a une difficulté, parce que ce n'est pas toujours le cas, parfois ça se passe très bien. La plupart du temps, ça se passe très bien. Bon, exactement. La plupart du temps, ça se passe très bien. Nos clients sont assez intelligents pour avoir 1 ou 2 mois de retard. Et ils le savent très bien que ça peut arriver. Nos entreprises sont hyper correctes et trouvent toujours des solutions, donc ça va. Mais quand il y a difficulté, c'est plutôt là le casse-tête qui arrive. Si on regarde le futur, vous voyez où dans 10 ans ? Dans 10 ans, peut-être avec 100 mètres carrés de plus là derrière pour étaler la galerie, avec un peu plus de place de galerie. Non, franchement, si on... En France, tu es en France, là ? Ouais, moi je suis très bien ici, avec toi, Lucas. On est toujours là. Où est-ce qu'on se voit dans 10 ans ? Non, mais ici. Toi, pas en France ? Si, non, mais c'était une blague. Non, toujours là, ouais. Et est-ce qu'il y a un projet dont vous rêvez, que vous aimeriez bien faire ? On s'est posé la question et en fait... On s'est dit qu'on n'avait pas le temps de rêver à ce genre de choses. Non, mais c'est marrant, j'ai pas de projet rêvé. J'ai l'impression qu'on a fait pas mal de typologies de projets qu'on avait très envie de faire quand on était plus jeune, qu'on rêvait de faire quand on était plus jeune. Alors on n'a pas du tout fait, mais il n'y a pas quelque chose qu'on fasse un bateau qui me fait plus rêver qu'autre chose. Un bateau, ça ferait rêver un petit peu. Pas forcément un yacht comme on l'entend, mais un très grand voilier, qui c'est un yacht d'ailleurs, ou un avion. Non, je sais pas. En tout cas, on peut dire que ce qui peut faire rêver, c'est de faire un espace un peu atypique, parce que c'est vrai qu'on a fait quand même le tour de pas mal de choses. On espérait faire un jour. Un espace vraiment atypique, un truc dedans, dehors, mais je ne sais pas. En fait, on n'a pas vraiment. C'est pas une question qu'on se pose. Ok. C'est quel style chez vous ? Est-ce que ça ressemble au projet que vous pouvez faire ?
J'imagine que oui. Ça ressemble à du Ovette et Madani chez nous, Oui, un petit peu, mais un petit peu. Bon, c'est pas Mais sans- chez sans- Samantha Ovette, c'est du Ovette et chez Ouais. Lucas Madani, c'est du Madani ou est-ce que c'est du Ovette c'est et peut-être Madani ça. C'est peut-être peut-être ça. un peu ça la différence C'est avec peut-être nos ça. clients. Non, moi, j'ai vachement de pièces familiales qui me viennent de diverses personnes de ma famille. Donc j'ai beaucoup cet héritage-là chez moi. Des sculptures de ma grand-mère, des tableaux de mon arrière-grand-oncle. Voilà, j'ai plein d'éléments comme ça. Et beaucoup de jouets. Dans le salon? C'est une aire de jeu. En fait. Non. Est-ce que les jeux ont le droit d'aller dans Non, le salon? les jeux n'ont pas le droit Ils de monter dans le, atterrissent toujours un peu dans le salon, salon. mais ils essayent. Hein, ils sont 3, ils essayent vraiment de... Voilà, mais on a une Ils salle sont- de ils en jeu. sont fiers. Ils sont censés rester dans la salle de jeu, mais ça ne marche pas très bien. Et toi? Mais j'ai pas de style, j'ai pas l'impression d'avoir un style défini, même si je pense que ça doit ressembler aussi à ce qu'on fait. J'ai de plus en plus d'œuvres au mur. Je trouve que c'est plutôt cool. Enfin, c'est cool, c'est rien à dire. C'est plutôt réconfortant, je trouve. Et plus le temps passe, plus c'est quelque chose d'important à collectionner pour moi. Plus important que le mobilier, par Oui, exemple? exactement. Bah, en fait, le mobilier, comme on en fait, j'ai des protos de ce qu'on fait. Enfin, je pense qu'on a des protos tous les deux de ce qu'on fait, ou pas forcément des protos, mais on a nos pièces de mobilier chez nous. On a des pièces qu'on aime bien, mais en fait, très vite, on a envie d'en changer. Ou je pense que toi comme moi, on change de meubles quand même de temps en temps, plus que la normale, j'imagine. Mais ouais, de collectionner des œuvres picturales, c'est intéressant. Enfin, c'est même super. Ouais. Qu'est-ce que vous faites pour déconnecter? Où est-ce que vous allez pour changer d'air? Moi, je vais à la montagne. Je change d'air à la montagne, fortement. La montagne l'hiver et l'été. Enfin, c'est vraiment un endroit où je déconnecte. Tout est beau, j'ai l'impression c'est merveilleux, quoi. Donc, quand il n'y a pas trop de monde, c'est vraiment le rêve. Lucas? Moi, je dirais dans mon moulin à la campagne, qui est pas si loin de Paris, mais je sais pas, c'est Vallon, la vallée, la rivière, tout est très très naturel. Il n'y a pas de voisins du tout, donc ça c'est plutôt bien de se sentir seul au monde. Donc c'est marrant, vous avez ça en commun, c'est plutôt autour d'un On a paysage et en notre- rupture vraiment avec votre quotidien ici, tous les deux. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, la question c'est de déconnecter. Ouais. Oui, c'est vrai. Non, mais sinon, non, dans un lieu autre, moi j'ai de la famille dans les Antilles du Nord, j'adore aller là-bas, j'adore les Antilles en général, les îles, ça me fait totalement déconnecter d'avoir un horizon à perte de vue, sans montagne, sans rien. Je trouve que c'est ce qui est de plus déconnectant. Non, mais le voyage Sinon- appelle à la déconnexion. En fait, voilà, de voyager loin, c'est tout à fait déconnectant. Mais je Mais dans trouve notre que tu quotidien. déconnectes pas forcément Ouais. en voyage, parce qu'en voyage, tu as envie de te connecter avec tout ce qui est autour de toi, tu as Ouais, envie t'as de raison. réfléchir, tu as envie de Oui, remplir. alors que quand tu connais le lieu, Quand te tu dis, connais bon, le voilà, j'ai lieu, rien tu à te faire. poses, je vais vider mon cerveau, ça me fait un bien fou. Quoique chez moi, j'ai toujours des trucs à faire, de bricoler, des conneries. Oui, mais tu vides ta tête en Oui, mais bricolant. tu vides ta Ouais, tête c'est en vrai. bricolant. Voilà. Ou Moi, je en fais des faisant. colliers de perles. Ah ouais? Ouais, je te jure. Elle enfile Pas des une perles, blague, ça, j'enfile des perles. Des jolies perles. vraies perles. Ouais, j'enfile Ouais, des ouais. perles. Et là, je pars en méditation. Ah oui, il y a une invitée qui m'avait répondu qu'elle faisait, j'arrive jamais à retenir le nom, tu sais, de l'art avec numéroté. Tu Oui. sais, comme à l'ancienne. Et Les coloriages, là où Oui, tu- Non, je vois ce que exactement. Les numéros d'art Ouais, ou je sais pas quoi. Bah ouais. exactement. Énorme. Ça m'a marqué parce que du coup, Ouais, j'en ai ouais. acheté un, je me suis jamais lancée, mais elle m'avait dit ça me vide la tête comme jamais. Ouais, j'imagine. Bah, le coloriage. Et le bricolage, c'est vrai que ça fait ça, ouais. Et les perles aussi. Enfin, Voilà, en tout les cas, perles. non, mais en tout cas, on peut dire que le manuel, les choses que tu fais manuellement, en général, tu te concentres déconnectes. sur quelque chose avec tes mains. Moi, j'aimerais bien avoir une journée pour moi, enfin, au moins une après-midi pour. En fait, voilà, dans 10 ans, j'aimerais bien avoir mon atelier de sculpture et de me plonger dedans. Et tu fais des sculptures? Non, pas du tout. Non. Ça m'est arrivé, ouais. On arrive à la dernière question Oh non. du podcast qui est toujours la même. Si vous deviez faire un dîner ensemble avec 8 personnalités, normalement c'est 6 personnalités, mais comme on est vous deux. On est êtes deux, j'en ai mis 8. On s'est répartis des Ouais, Alors. personnes. je sens que tu dégaines ta petite feuille parce que c'est toujours une question, les auditeurs le savent que on je l'a- donne on en l'a avance. préparé il n'y a pas très longtemps. Donc Mais, des invités qui soient vivants ou pas, célèbres ou pas, qui seraient-ils? Alors, déjà Alain Ducasse pour faire à manger, et parce que c'est une personne très sympathique. Ensuite, je vais en faire un chacun. Non, c'est ridicule. Vas-y. Ensuite, Fais en quatre, j'en fais C'est quatre. attribué. Ensuite, André Poutman, parce que on n'a pas besoin de dire pourquoi, je pense.
Serge Gainsbourg, ivre, bien sûr, dans sa version la plus ivre possible, pour bien rigoler. Et pour lui répondre, Mastroianni, parce que c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de légèreté, enfin j'imagine avec beaucoup de légèreté, et dont j'admire le cinéma. Voilà. Sympa. Voilà mes 4. Alors, on rajoute un peu de monde. On rajoute un petit Visconti pour l'esthétique, un peu global. Louise Bourgeois, évidemment. Pourquoi évidemment? Pour la puissance de son art, cette femme puissante-là. Cette femme, on veut dire aussi. Romain Gary, c'était pour le panache, un peu le côté, c'est ce qu'on imagine de lui. Et tout ça avec un petit fond musical de Nina Simone, donc ça pouvait bien marcher. Tu pouvais le faire en live, là, tu vois. Voilà, là, ce serait nickel. Et on se disait que ce serait une table où les époques se mélangent, avec des gens qui ont osé, qui ont inventé un langage, et surtout pas des gens de notre métier. On ne veut pas parler boulot. Ah, il voulait pas parler boulot. Voilà. Oui, André Poutman, elle n'est pas là pour parler travail. Ah oui. Elle est là parce qu'elle envoie, elle assure. Ouais. On veut que la discussion elle dérape un peu, qu'elle parte ailleurs. Voilà. Bon, eh ben, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous un peu de votre quotidien et de votre univers. Merci beaucoup. Merci Au revoir. Merci à toi. Ciao. Ciao. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes et retrouver tous ceux qui ont déjà été enregistrés. N'hésitez pas non plus à le partager en l'envoyant à vos proches qui pourraient être intéressés ou en story Instagram. D'ailleurs, on peut se retrouver sur le compte Décodeur où je poste très régulièrement. Et si jamais vous avez 15 secondes, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles ou un avis. C'est juste sous la liste des épisodes. Non seulement ça me fait très plaisir, évidemment, mais dans la jungle des podcasts, plus on a de notes, plus on se fait remarquer, ce qui est très important pour moi. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.